Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Qu'est-ce que la famille? La famille est le berceau de la culture, de l'entente et du dialogue, de l'ouverture à la solidarité et à la transcendance. Aussi, la famille est-elle une grande richesse sociale et c'est dans ce sens que j'aimerais insister sur ces deux apports primordiaux, la stabilité et la fécondité. Dixit, le pape François, à qui l'on a posé à un moment donné la question de savoir ce qu'il entendait par la famille. Fina Family prend son envol ce jour, cette émission consacrée exclusivement aux problématiques familiales sur la 89.9 FM. Vous êtes sur ABK Radio. Bienvenue, chers auditeurs, sur les fréquences utiles et agréables. L'autorité parentale permet aux parents d'élever, d'éduquer et de protéger leurs enfants. Elle leur confère des droits et des obligations assorties probablement de devoirs éminemment subjectifs. Il faut parfois aider les parents à les définir et à les assumer. Les parents disposent d'une liberté éducative quasi totale avec pour limite la mise en danger de leur enfant. Tant que l'enfant n'est pas en danger, ses parents l'élèvent comme ils l'entendent. Tout comme les adultes, les enfants ont des droits et des libertés, mais les enfants sont des êtres en devenir qui sont plus fragiles et vulnérables que les adultes. Aussi, jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes, les enfants ont des libertés plus restreintes afin d'assurer leur sécurité et leur bien-être. L'adolescence correspond souvent à un désir accru d'émancipation. Les enfants veulent être les seuls maîtres de leur vie, veulent relever leurs défis seuls, veulent être consultés pour des décisions les concernant, veulent qu'on leur demande la permission pour accéder à leur intimité. Bref, les exigences envers les autres et les parents vont parfois au-delà de ce qui est permis. Comment concilier l'autorité parentale et la liberté des enfants ? Le sujet peut sembler banal, mais lorsqu'on explore les conséquences de la mauvaise gestion des rapports liberté-autorité entre parents et enfants, on se rend compte que chacun doit maîtriser la limite à ne pas franchir.
Merci d'être à l'écoute de ABK Radio et bienvenue sur l'émission Fina Family. Très chers auditeurs, notre invitée Barbara Ekoto est coach familial, elle est spécialiste de la santé mentale, elle est avec nous. Bienvenue Dame Dimo, née Barbara Ekoto, c'est un plaisir encore de vous accueillir. Parmi vous aujourd'hui. Oui. Oui. Très heureuse donc d'être parmi nous, très chers auditeurs. Et pour ce qui est donc de cette édition, vous aurez donc tout ce dont nous avons parlé dans le cadre de ce programme de temps pour vous, de vous proposer, pour nous de vous proposer ceci. Si j'entends ta voix, je reviendrai des fois. Je n'ai eu que toi, my love, my love, my love. Je pars te rendre fier. Avec moi tes prières, j'ai quand même ton amour, my love, my love, my love. Même si le vent m'éloigne de toi, ta sagesse m'accompagne, t'auras fait de moi une femme. Comme un roc déforte, elle n'y va pas de ma morte. Si tes forces t'abandonnent, autour de toi on formera une chaîne. Je suis si fière de toi, l'amnésie te va si bien. Tu t'accroches pour les tiens, my love, my love, my love. Même si le vent m'éloigne de toi, sagesse m'accompagne, t'auras fait de moi une femme. Comme un roc déforte, elle n'y va pas de ma morte. Si tes forces t'abandonnent, autour de toi on formera une chaîne. Une chaîne. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.
Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur la fréquence utile et agréable. Merci surtout d'écouter l'émission Fina Family. Nous recevons Dame Dimo, née Barbara Ekoto, avec laquelle on parle de comment concilier l'autorité parentale et la liberté chez les enfants. Dame Dimo, qu'est-ce qu'on doit comprendre ou alors qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'autorité parentale? Ok, bonjour à tous encore, bonsoir en fonction du temps. Alors, l'autorité parentale, si on peut le dire, ça correspond à l'ensemble des droits et des devoirs qu'un parent a vis-à-vis de son enfant mineur. Oui. Parce que vraiment, ça concerne les mineurs. Et ces droits et devoirs doivent normalement être exercés dans l'intérêt de l'enfant pour assurer sa protection, sa sécurité, sa santé, sa moralité, permettre à l'enfant de grandir comme il se doit. C'est-à-dire que l'enfant a cette autorité-là de dire à son enfant de faire ci, le parent, pardon, de faire ci, de faire ça dans le respect de l'enfant pour permettre à l'enfant de devenir un adulte tel qu'il en a la vision. Normalement, un adulte équilibré. Donc, c'est l'ensemble de ses droits et de ses devoirs vis-à-vis, comme je le disais, d'un enfant mineur. Parce qu'à partir du moment où on est majeur, les choses sont modifiées. Qu'en est-il de la liberté de l'enfant? La liberté dans le contexte de notre discussion, j'écoutais le thème tout à l'heure, la liberté dans ce contexte de l'enfant, c'est le droit d'exprimer son opinion sur toutes les questions qui concernent sa vie. C'est-à-dire que c'est vraiment pour l'enfant le droit de dire à son parent, voici ce que je veux, d'exprimer sa volonté, son opinion sur tout ce qui concerne la suite de sa propre vie. Voilà. Donc c'est un peu ça. On a d'un côté l'autorité parentale qui se veut un parent qui décide pratiquement pour son enfant, qui prend des décisions pour que l'enfant devienne un adulte équilibré demain. Et d'un autre côté, on a l'enfant qui veut donner son point de vue sur sa propre vie, qui veut donner des orientations par rapport à comment il veut que sa vie soit. Et voilà. Mais est-ce que chez nous, les enfants ont cette opportunité-là justement d'exprimer leurs opinions, de dire ce qu'ils pensent de leur vie? Parce qu'on a coutume de dire chez nous, tu es sous mon toit, tu fais ce que je veux, tu marches comme je veux et tu attends seulement le jour où tu seras chez toi pour faire ce que tu veux. Mais pendant que tu es chez moi, tu marches tel que je te demande de le faire. Je pense que c'est là la problématique. Je pense que c'est là la problématique du sujet. C'est que on a des parents qui sont assez directifs et qui imposent leur point de vue à l'enfant jusqu'à un certain âge. Et on a de plus en plus des enfants qui ne supportent plus ce ton hyper directif, qui ne tiennent pas en compte leur volonté. Et là, on commence à avoir des clashs de plus en plus fréquemment. On commence à voir des enfants qui sortent de la maison, qui font des fugues. On commence à voir des enfants qui vont très tôt dans des relations hommes-femmes à l'extérieur parce qu'ils ont besoin d'une certaine liberté, parfois un libertinage qui se mélange un peu, parce que finalement, ils ne sont pas écoutés. Parfois, les enfants commencent à poser des actes malsains qui ne sont pas acceptés par la société dans la maison, des sortes de rébellions contre l'autorité du parent. Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que vous êtes spécialiste de la santé mentale. Lorsqu'on essaye de regarder, d'observer ce qui s'est passé avec une certaine génération, en fait la génération de ceux qui sont aujourd'hui parents et qui ont des adolescents qui sont un tout petit peu des casse-têtes chinois, on se rend bien compte que ces parents hier ont été éduqués de cette façon-là. C'était vraiment cette éducation rigoureuse, c'était cette éducation sévère, mais cela ne les a pas déroutés. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils se sont égarés, ils ont emprunté forcément des chemins qui étaient mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la génération des parents actuels qui a vécu à la dure et la génération de ces enfants qui a du mal à se conformer justement à cette façon de faire? On est malheureusement et très malheureusement dans un grand village planétaire. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas parce que ces personnes ne sont pas sorties du chemin qu'ils n'ont pas eu des séquelles quand même. L'éducation très très rigide, l'éducation rigide tout court, ça a beaucoup de bien. Lorsque c'est accompagné, comme on le dit, une main de fer dans un gant de velours.
lorsqu'il y a une éducation rigide, mais qui soit accompagnée de beaucoup d'amour, ça passe très bien. Ça peut être rigide autant que possible, mais quand on est convaincu qu'on est aimé par ses parents, quand on est convaincu qu'il y a des moments qui sont organisés à la maison où on peut recevoir cet amour malgré la rigidité, l'enfant gère mieux et l'enfant devient un adulte assez équilibré malgré tout. Cette dureté. Le problème de la dureté, c'est lorsque cette dureté n'est que dureté. Et quel que soit ce que l'enfant essaye de faire, on n'est que dans la dureté. Et là, ça produit quand même des adultes qui sont assez déséquilibrés. Même s'ils sont dans la société un peu partout, parce qu'ils n'ont pas le choix. De toute façon, ils sont obligés de s'insérer. Mais ils ont souvent des petits défauts émotionnels qu'ils font ressentir à leurs partenaires et à leur entourage. Lorsque l'éducation est trop rigide, sans possibilité de parler et de s'exprimer, sans possibilité, avec souvent des violences qui accompagnent cette dureté-là, ben, ça laisse beaucoup de séquelles. On a souvent des adultes qui sont là, qui sont hyper rigides et qui essayent de transmettre cette même rigidité vis-à-vis de leurs enfants, et parfois ça casse. Parce que il y a quand même des conséquences, comme je le dis, à cette éducation assez rigide-là. Mais les enfants d'aujourd'hui, non seulement ils sont un peu victimes pour certains de l'hyper-rigidité que leurs parents ont subie, soit les parents deviennent eux aussi hyper rigides, soit ils deviennent trop tolérants. Et quand ils deviennent trop tolérants, l'enfant se permet également de s'amuser dans cette hyper-tolérance-là et de répondre, etc. Mais comme je le disais au début, il y a quand même cette globalisation voulue par Internet qui fait qu'on regarde comment ça se passe, la génération Z, comme on les appelle, Gen Z. Eux, ils vivent en fonction de ce qu'ils voient en France, aux États-Unis, etc. Et là-bas, un parent peut parler à son enfant d'une certaine façon. Un enfant peut parler à son parent d'une certaine façon. Peut parler à son un enfant peut parler à son parent n'importe comment. Et cela est toléré parce que de toutes les façons, il est en mesure d'appeler un numéro qui pourrait mettre les parents en difficulté. Et ça fait que nos enfants voient. Nos enfants voient ce qui se passe à l'étranger. Nos enfants se greffent à ce modèle. Voilà, on a été colonisés, on a été influencés par d'autres cultures. Et aujourd'hui, on nous montre cette culture de façon ouverte. Si on a été colonisé par eux, ça veut dire que c'est eux qui ont le bon modèle. Et on veut être comme eux. Et les enfants, de plus en plus, essayent de ressembler à ces personnes. On ne tolère pas n'importe comment. On est capable de dire ce qu'on pense à ses parents. Et on dépasse en fait cette liberté normale qui devrait exister pour tomber dans le libertinage et dans les excès de tous côtés. Et ça devient ingérable à la maison. Les libertés donc des enfants, vous l'avez dit, tournent fréquemment autour de donner son opinion, c'est aussi sortir avec des amis, rentrer parfois à des heures tardives pour ceux qui sont gentils, parce qu'il y en a qui choisissent même de ne pas du tout rentrer et de vous appeler simplement pour vous dire que ils ont eu un empêchement et ils seront de retour le lendemain. Pour certains aujourd'hui, plutôt que d'ouvrir la porte à leurs parents lorsqu'ils retournent du boulot, ce sont plutôt les parents qui ouvrent la porte à leurs enfants parce que ils se sont permis certaines libertés. Et les enfants veulent également donner leur point de vue sur certains sujets. Ils ne veulent pas être blâmés en présence des tiers. Ils estiment en fait que ils ont été humiliés lorsqu'on les gronde. On a coutume de le dire chez nous. Lorsque vous les grondez devant les gens, ils ne supportent pas ce type d'attitude venant de leurs parents. Et les parents sont réfractaires donc à toutes ces sollicitations qui sont celles des enfants et ils préfèrent continuer à utiliser le bâton pour ces ados. Est-ce que c'est la bonne formule? C'est vrai qu'ils sont ouverts au monde extérieur, mais il reste que nous sommes en Afrique. Il reste que nous avons nos réalités. Il reste que nous n'avons pas un numéro qui peut être composé par ces enfants-là et les parents sont mis en difficulté comme c'est le cas ailleurs. Est-ce que du fait justement qu'on ait nos réalités à nous, il n'est pas important pour les parents de ramener les enfants d'une certaine manière à la réalité qui est la nôtre?
Effectivement, parce qu'il faut qu'il y ait un encadrement. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se comprenne, il faut absolument qu'il y ait un encadrement des enfants. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, on a une certaine évolution qui est en train de se passer. Les enfants sont, comment on dit ça, influencés par ce qu'ils voient. Oui. Et qu'on le veuille ou pas, si on reste dans le modèle strictement strict de la rigidité, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même une certaine évolution qui se passe. Alors, il faut réussir à manier, à créer un équilibre subtil entre cet encadrement rigide que nous avons tous connu et une certaine autonomie, je vais même appeler ça une autonomie, une direction, comment on dit ça, subtile. C'est-à-dire que l'enfant a l'impression que c'est lui qui décide pour ci ou pour ça, mais c'est vous qui avez conduit votre enfant à ça. Oui. Il faut quand même essayer de se rendre compte dans quel environnement on se trouve, pas d'abandonner l'éducation, pas du tout, mais d'essayer de tenir compte du fait que les enfants ont d'autres modèles et qu'il faut ajuster un petit peu, en tout cas un temps soit peu, son modèle pour mieux s'adapter à cette nouvelle réalité aussi. Parce que si on fait la politique de l'autruche et qu'on continue à battre, à gronder, je discutais avec une jeune dame tout à l'heure, sa maman l'avait battue, l'avait mise, c'était même une offense qu'elle n'avait pas faite, la maman l'a accusée à tort, elle a battu, elle a déshabillé sa fille, elle a mis le piment de la tête aux pieds, elle a mis du piment dans ses parties génitales, elle l'a attachée nue au milieu de la cour, ils étaient dans un immeuble. Quel que soit ce que le parent va dire à l'enfant, il y a une cassure qui s'est passée entre cet enfant et ce parent. Quel que soit ce que le parent a eu comme éducation avant. Vous faites ça à votre enfant, vous avez perdu votre enfant. Aujourd'hui, cet enfant et cette dame ne s'entendent pas du tout. Chaque jour, elle dit « ma fille me hait ». Mais ça part d'où? Ça part du fait que il y a des réalités, quoi qu'on dise, on est obligé en tant que parent de tenir compte. Nous, on n'avait pas cette réalité-là. On n'avait pas cette vue vers l'extérieur. D'ailleurs, quand la télé arrivait, on suivait les barbes à papa. Oui. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, c'est vraiment, il n'y avait pas de manque de respect, il n'y avait pas un modèle déplacé. On est toujours resté dans le respect. On ne questionnait même pas. On ne questionnait même pas l'autorité de son parent. Maintenant, il y a cette ouverture-là et je pense qu'il faut migrer, il faut actualiser, il faut maintenir la discipline, mais en tenant compte du nouvel environnement dans lequel nos enfants sont en train d'évoluer. Si on fait la politique de l'autruche, ça va être compliqué. On les perdra de toute façon pour toute la vie. Et ça, c'est très facile de perdre un enfant pour toute la vie. Il peut vous en vouloir parce qu'il s'est senti humilié, blessé jusqu'au plus profond de son être. Par contre, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez parlé de l'enfant veut sortir, l'enfant veut ceci, ou alors l'enfant veut donner son avis sur ce qui concerne sa vie. Oui. On peut intégrer déjà l'enfant dans la prise de décision pour ce qui concerne sa vie, par exemple. Et je voudrais dire aux parents, ce n'est pas... ce n'est pas un échec, ce n'est pas une faiblesse de venir dire à l'enfant, écoute, tu vas aller à l'université l'année prochaine, l'année surprochaine, quelles sont les options, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux, avec les encadreurs de l'école, on se rend compte que qu'est-ce qui te parle le mieux, et de s'asseoir avec l'enfant et de dire, nous on te propose ça, ça, ça. Et de dire à l'enfant, parmi les trois, fais un choix. L'enfant a l'impression d'avoir fait son choix. Mais en réalité, c'est le parent qui l'a fait. Mais vous avez fait le choix parce que vous avez déjà présélectionné des options. Mais si vous arrivez, vous dites, j'ai dit que tu seras médecin. Moi, mes parents m'ont dit ça. J'ai fait 10 ans de banque, après j'ai laissé tomber. Parce que je devais faire plaisir à mes 2 parents qui étaient banquiers. J'ai dit que tu seras ça, je t'oblige à être ça. C'est comme ça que ça va se passer. Mais à un moment, il faut se dire que... on va le faire pour vous, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur et puis on se dit... Et pourtant, j'aurais pu le faire avec une approche différente, en disant, avec ce métier, tu peux mieux t'en sortir, c'est un métier d'avenir, ça pourra te donner de l'argent, on peut atteindre le même objectif en modifiant un petit peu. Donc ça veut dire en fait que le parent, plutôt que de vous dire vous le ferez sans toutefois accompagner la décision et l'imposition par une explication qui peut vous mener finalement à intégrer et à vous approprier ce choix, vous impose et ne dit plus rien par la suite. Il vous le dit et il dit que vous allez le faire simplement parce qu'il est votre parent, c'est lui qui paye toutes les factures, c'est lui qui s'occupe de vous, vous êtes sous son toit et donc vous devez vous exécuter.
Ça peut marcher pour certaines choses, hein, Oui. mais pas pour tout. Oui. Ça peut marcher pour des choses de la vie classique, mais quand il s'agit des orientations de la vie de l'enfant, à un moment, ça peut poser un problème. Oui. Mais dans la vie classique, si vous êtes chez moi, vous lavez les assiettes, mais oui, l'enfant doit se conformer à ça. Si vous êtes chez moi, vous rentrez à telle heure, oui, l'enfant doit se conformer à ça. Mais si tu es chez moi, tu vas épouser ce monsieur que je te mets devant les yeux, là, on commence à avoir un problème. Parce qu'il s'agit de ma vie et c'est comme ça que cet enfant va se dire. Et je ne vois pas pourquoi vous allez m'imposer, vous, parce que vous êtes des parents, ci ou ça. Ça commence à être délicat quand il s'agit vraiment de tout l'avenir de l'enfant, que ce soit un mariage, que ce soit une orientation de vie, que ce soit, etc. Quand on impose des choses qui concernent la vie vraiment intime et personnelle de l'enfant sans écouter, l'enfant peut vous dire que moi je veux faire finance. J'aime les mathématiques, j'aime ceci. Tu ne feras pas ça parce que ton père a une société, tu vas faire ceci pour pouvoir être, je ne sais pas, raboteur de la société. Il dit, mais moi, j'ai dit que tu seras ça. Même si l'enfant est ça, je ne suis pas sûre que cette société survivra au décès de ce monsieur. Vous voyez. Il faut quand même tenir compte de ce que l'enfant pense aussi. Et progressivement, bon, il y a des étapes de la vie de l'enfant où on commence à introduire ça, mais il faut tenir compte de l'enfant quand ça concerne sa propre vie. Mais pour le reste de sujets, un parent a tout à fait le droit de dire à son enfant, ici chez moi, tu es chez moi. Oui. Et moi, je le dis souvent à mes enfants, quand vous serez chez vous, si vous voulez, mais pour le moment... Vous n'êtes pas la seule, hein. Voilà. Presque tous les parents le disent avec leurs enfants, surtout quand il y a des sujets de désaccord. Les parents brandissent. Mais oui, les parents brandissent et puis... C'est une menace en fait, c'est des injonctions qui sont données aux enfants. Tu marches comme moi je dis, parce que le jour où tu seras chez toi, tu feras... Et puis aussi, ça part aussi souvent de l'énervement. Oui, mais... c'est un peu parce que les parents voient un tout petit peu leur autorité être bafouée qu'ils sortent de leur gang. Parfois, ça se fait même dans la gentillesse. Hein. Parfois, on le dit même en rigolant. Mais l'éducation, c'est qu'il faut... C'est quoi l'éducation? C'est qu'on a défini des règles claires qui peuvent être évolutives en fonction de l'âge de l'enfant. Mais on a défini des règles claires de fonctionnement de notre maison. Et l'enfant, il faut le dire, a besoin de ces règles-là. Oui. L'enfant qui n'a pas de règles est perturbé. Un enfant qui fait tout ce qu'il veut, comme il veut, etc., c'est un enfant qui, au fond de lui, a besoin qu'on l'aide. L'enfant qui est cet enfant... Non, il faut pas être un parent laisser un faire. Parent qui accorde beaucoup de laisser aller à son enfant. Pas du tout, parce que l'enfant a besoin d'encadrement. Oui. Donc, maintenant, quand vous avez défini des règles chez vous, des règles claires et qui peuvent être évolutives en fonction de l'âge de l'enfant, et qu'à un moment, l'enfant veut sortir de ses règles, etc., vous avez dit non, mais on a ces règles qui sont connues. Parfois, c'est même en rigolant. L'enfant dit hey, maman, franchement, ça, tu dis non. Ça, et ces règles-là, justement, à quel moment est-ce qu'on les fixe? Est-ce que c'est dès la petite enfance? Est-ce que c'est lorsque l'enfant amorce la phase de l'adolescence ou pour plus tard devenir un adulte? C'est à quel moment en fait que les choses se définissent? Les règles sont très évolutives. Oui. On commence les règles dès petit. Dès que votre enfant, un bébé à partir d'un certain âge commence à vous gifler, il faut que vous puissiez pincer l'enfant pour qu'il se rende compte qu'on ne gifle pas maman. Oui. Les règles commencent très tôt. Les règles commencent dès que le bébé commence à avoir une petite conscience, commence à poser. Il faut de temps en temps ramener ces règles-là. Mais en se disant que l'enfant a très peu conscience du bien et du mal entre 0 et 2 ans. L'enfant ne fait pas des choses parce que... entre 0 et 2 ans, l'enfant a très peu conscience du bien et du mal. Oui. Il faut l'encadrer. Non, on ne fait pas ça. Lui parler clairement. Non, sinon, ça, il faut lui donner des règles claires pour que l'enfant apprenne c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, etc. À partir de 3 ans, il faut donner des règles. Il faut que quand tu enlèves les chaussures, tu les ranges comme ça. Il faut que ceci. Il faut des règles à la maison qui vont être évolutives. Vous intégrez les enfants dans les tâches ménagères parce que c'est une erreur que certains parents font de dire que les enfants sont couchés. Oui, ils sont encore très jeunes, oui. Font tout. Non, les enfants ont besoin, même à partir de 3 ans, 4 ans, d'être ceux qui mettent la table, les plats sur la table, de commencer à se déshabiller, accrocher l'habit, de commencer à avoir des petites choses. Il en va de cette autonomie et indépendance qu'on est en train de développer auprès de cet enfant. On commence à poser des actes qui permettent à l'enfant non seulement
de se rendre compte qu'on grandit dans un cadre. Oui. Parce que s'il sort de chez vous et qu'il n'a pas de cadre, il peut devenir très difficile pour la société. Ça peut être difficile de le rattraper. Donc, il faut un cadre depuis qu'il est petit. Oui. Et quand l'enfant arrive à la préadolescence, déjà à partir de 6 ans, 7 ans, l'enfant vous défie un peu, commence à voir s'il crie et que vous réagissez. L'enfant commence à vous tenter. Oui, il vous teste un tout Il vous petit teste peu, beaucoup, oui. il vous teste énormément, même pas un petit peu. Il voit vos limites, il vous pousse jusqu'au... Oui. Et à chaque fois que vous allez établir des limites, dire ici on ne sort pas, punir l'enfant quand il se faut, et récompenser également quand l'enfant on ne fait pense pas quelque beaucoup chose aux récompenses, hein. On est beaucoup plus dans les logiques de, comment je vais dire ça, de punition. Très peu de parents pensent souvent attribuer également les bons points aux enfants et leur donner des cadeaux. Tout comme une fleur. La fleur a besoin à la fois de soleil et de pluie pour évoluer. Et c'est un peu de ça qu'on parlait. Si vous ne donnez que la pluie, la fleur va finir par mourir. Et si vous ne donnez que le soleil, elle va finir par sécher. Il faut un peu des deux. Quand l'enfant réussit à faire un milestone, à atteindre quelque chose que vous lui avez demandé de faire, il faut féliciter cet enfant. Quand l'enfant réussit à avoir de bonnes notes à l'enfant, il faut féliciter. Quand cet enfant dresse son lit le matin, il faut féliciter. Il faut que l'enfant se sente bien et ait davantage envie de faire toutes ces belles choses parce qu'il sait que de toute façon en retour il y a des félicitations. Et les enfants se révoltent peu lorsqu'il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire quand ils se sentent aimés et quand la discipline arrive, ils supportent mieux qu'un enfant qui ne se sent pas aimé, qui se sent brimé. Quand la discipline arrive, il a tendance à durcir le dos. Et plus on tape, plus il durcit parce qu'il ne se sent pas aimé. Et puis, c'est comme une révolte. Parce qu'il y a une révolte là qui naît facilement quand l'enfant a l'impression d'injustice, quand l'enfant a l'impression qu'on ne le comprend pas, quand l'enfant a l'impression qu'il faut aller dehors, etc. Et quand on parlait justement, on évolue au niveau de l'adolescence. L'adolescence est une période difficile où l'enfant, si vous ne le comprenez plus, s'il a l'impression de ne plus être compris, surtout dans l'évolution de tout ce qui se passe dans son corps, dans sa nouvelle autonomie, il pense comme vous, il a la même physiologie que vous, sur le plan physionomique. L'enfant commence à avoir le développement de ses caractères secondaires et autant que vous, l'enfant commence à être comme vous. C'est-à-dire que l'enfant a l'impression que désormais, je suis un adulte, je peux prendre mes décisions, je suis comme maman, je suis comme papa. Si vous continuez à traiter cet enfant comme un petit bébé, à essayer de taper tout le temps, à essayer ça va être compliqué. Et l'enfant va avoir tendance à aller vers des groupes d'enfants qui le comprennent. Ils sont pareils et ces groupes-là, malheureusement, ont souvent une influence catastrophique sur cet enfant. Pourquoi ? Parce que à la maison, tout ce qu'on fait, c'est me battre, on ne me comprend pas. Et les groupes, eux, au moins, ils me comprennent. Ils comprennent que je suis en train de passer par ça. Ils comprennent que j'ai besoin d'être un grand. Ils comprennent ils comprennent ça. Ils parlent le même langage, ils se comprennent. Ils se comprennent. Et plus le temps passe, plus, si même on ne se perd pas avec les groupes, pour la jeune fille surtout, si on a l'impression d'être muselé, incompris, et parfois, ce musellement-là, l'enfant a l'impression de ne pas être aimé parce que vous l'avez muselé. Vous n'écoutez pas. C'est-à-dire que la discussion, c'est d'un côté à chaque fois. L'enfant a l'impression que vous ne l'aimez pas parce que quand on aime quelqu'un, on écoute au moins. On ne punit pas sans poser quand même la question, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'opprime pas la personne. Et si la petite se sent non aimée et qu'elle a une personne à l'extérieur qui lui dit je t'aime, à partir d'un certain âge, elle va commencer à faire des fugues, à sortir, vous aurez beau battre cet enfant. Prenons l'exemple d'un enfant qui a un parent qui lui apporte justement tout cet amour, parce qu'on a vu des parents qui prennent le temps de donner à leurs enfants tout ce dont ils ont besoin, qui sortent avec les enfants, partagent beaucoup de moments de qualité avec ces enfants, vont au restaurant, vont au manège, on emmène son enfant dans les lieux chics et qui échangent beaucoup avec leurs enfants. Et malheureusement, voient quelquefois ces enfants ne pas les comprendre, ne pas, comment je vais dire, percevoir le message qui est transmis par le parent. Et ces enfants, pire, vont jusqu'à penser quelquefois que leurs parents ne leur ont pas donné tout ce dont ils avaient besoin. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant ? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette attitude d'un parent qui dit
tout donner à son enfant, mais un enfant qui en retour dit que son parent ne l'aime pas. Oui, et ça c'est facile parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il faut toujours dire que même quand l'éducation est la plus parfaite, Oui. il y a toujours quand même un certain pourcentage d'enfants qui peuvent se perdre. Il ne faut pas qu'on joue les apprentis sorciers en se disant si on fait juste ça. Il y a des parents qui feront toujours tout très Oui. bien Mhm. et même par désir de découvrir autre chose, tout était très beau, etc. Et l'enfant est curieux. L'enfant peut aller se perdre pendant un moment et généralement ce type d'enfant, quand il a reçu une bonne éducation et des parents qui ont aimé, à un moment il revient. Mhm. Mais en dehors de cette marge-là, il faut savoir que les gens ressentent l'amour différemment. Et moi, j'étais avec justement une famille où la maman disait, mais moi j'ai aimé, on a aimé tous nos enfants, mais cet enfant dit, mais moi ils m'ont jamais aimé. Pourquoi? Parce que certains parents pensent que aimer l'enfant, ça signifie pouvoir à tous leurs besoins, payer l'école, etc., ou bien sortir en famille. Parfois, l'enfant a besoin de paroles valorisantes et vous ne donnez pas ces paroles à l'enfant. L'enfant a juste besoin que tu lui dises « Ma chérie, tu sais que je t'aime ». Mais Simplement. jamais cet enfant n'a reçu ce mot-là. Et c'est quand quelqu'un dit ça dehors qu'elle se dit « Waouh, lui, il m'aime et mon parent ne m'a jamais aimé ». Bien que ce soit faux, parce que le parent, lui, il a manifesté l'amour à sa façon. Oui. Et l'enfant n'a pas reçu, l'enfant ne comprenait pas ce langage d'amour. Mhm. C'est important de lire sur Internet. J'encourage les gens à aller lire sur les langages d'amour parce que les gens reçoivent l'amour différemment. Vous pouvez éduquer votre enfant, lui donner tout l'amour que vous pensez et l'enfant ne se sente pas aimé. Mhm. Par contre, il y a aussi souvent un excès, parce qu'il y a un excès aussi où il ne faut pas tomber, un excès où on permet à l'enfant de décider sur tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut réussir vraiment à bien manier ça. Parce que si vous permettez à l'enfant, oui, on décide sur tout, on est tous, il faut qu'il y ait bien une démarcation entre le parent quand même et les enfants. On reste des parents. C'est pas parce qu'on sort partout, on fait ceci, on vous donne l'opportunité de parler. Il y a une limite. Il faut que l'enfant sache clairement dans sa tête qu'il y a la limite. Oui. Et quand l'enfant sait qu'il y a la limite, il y a un niveau où il ne va pas arriver avec le parent parce que ça reste son papa. Mhm. On peut favoriser le dialogue, comme on a dit. On peut pouvoir définir des règles, etc. Mais il faut réussir en même temps à rester parent. Rester parent, à punir quand l'enfant enfreint la règle qui a été donnée. Et je voulais quand même attirer l'attention des parents sur quelque chose. C'est que souvent, des parents définissent des règles et eux-mêmes, Ils violent ces règles. Parfois, ils ne violent même pas, mais eux-mêmes, quand c'est violé, ils ne disent rien. Vous êtes en train de tuer votre Ah, d'accord, vous avez défini des règles, l'enfant est en train d'enfreindre ces règles-là, vous ne réagissez pas à temps. Oui, mais vous ne réagissez. Je prends un exemple. Vous avez dit à votre enfant de ne pas regarder des films réservés aux plus de 10 ans. Oui. Votre enfant est en train de regarder un film interdit au moins de 10 ans et l'enfant a 8 ans. Mhm. Et quand vous voyez, vous avez donné cette règle à la maison, vous voyez que cet enfant, l'enfant voit que vous avez vu, vous deux, vous êtes en train et vous faites la remarque. Oui. Mais tu sais que... Et l'enfant rigole. Et vous aussi, vous rigolez et vous allez dans la chambre. Vous continuez vos activités. C'est extrêmement grave hein, dans une éducation de mettre en place des règles, de mettre en place un canevas, une feuille de route et vous-même d'être la première personne à enfreindre ces règles-là. L'enfant va penser que les règles, c'est le jeu. Et à chaque fois, à un moment, vous n'allez pas gérer. Parce que plus l'enfant va vivre dans ce laxisme-là, il y a des règles, mais on peut les enfreindre, maman ne dira rien. Cette phrase, non, maman, elle va gronder un peu, après elle va laisser. Et puis maman, ceci, non, non, il y a un libertinage. L'enfant a besoin de votre encadrement. Il y a un libertinage qu'il faut pas forcément, il ne faut pas aller jusque-là. Lorsque vous-même, vous avez défini les règles, partagez ces règles avec les enfants. Et dès que vous avez partagé les règles avec les enfants, respectez ces règles. Et quand l'enfant sort de ces règles, appelez l'enfant. Ne tapez pas l'enfant outre. Vous expliquez à l'enfant pourquoi il est en train d'être puni. Oui. Je te dis, ici on rentre à 18h, il est 19h, tu n'auras pas de sortie pour un mois. Oui. Par exemple. Ah maman, tout ça. Mais au fond, l'enfant sait. L'enfant sait que là, je suis sortie de la règle et l'enfant fera plus attention en disant hey, si j'essaye encore, je serai puni comme ça. Oui. Mais si l'enfant arrive à 19h, vous rigolez avec l'enfant. Bon, tu sais, je t'avais dit 20h.
vous n'allez pas gérer. Oui. Ça va, les parents, là, il faut respecter vous-même les règles que vous avez mises à la maison. Ne les violez pas, vous, et ne laissez pas vos enfants les violer, Oui. pour que vous puissiez avoir une belle harmonie et que plus tard, qu'ils puissent continuer à vous respecter. Sinon, ils ne vont plus vous respecter du tout. Oui. J'ai une question. La question est celle de Didier qui vous suit et qui Didier Kwamo, qui est le chef de chaîne de ABK Radio. Il dit les grandes fortunes se transmettent de père-fils, même s'il y a des casos en mouton noir se détachent souvent de ce schéma. Est-ce que ce n'est pas pour préserver un héritage que le parent impose un canevas à l'enfant? J'ai pas bien, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Oui, il dit, est-ce que c'est pas pour préserver un héritage que le parent impose un canevas à l'enfant? On parle des grandes fortunes qui généralement se transmettent de père en fils. Et puis, lorsqu'il faut même chercher une femme, ça reste dans le cercle justement de ces grandes fortunes. Ça se gère entre elles, les grandes fortunes. Et il est difficile pour un enfant de partir d'une famille qui a quand même un certain niveau pour se retrouver dans une famille modeste. Généralement, ça ne passera pas. Est-ce que c'est pas parce que les parents ont à cœur de préserver justement ces différents héritages-là, préserver le nom de la famille, préserver les avoirs de la famille, préserver le prestige justement de la famille, qu'elles préfèrent parfois imposer des choses aux enfants? S'il y a une fortune qu'il faut gérer, une entreprise qu'il va falloir gérer peut-être après le départ du père, il y a un profil qui est recherché. Est-ce que c'est pas dans ce sens-là que parfois les parents disent aux enfants, plutôt que de vous faire former en tel, vous allez plutôt faire ceci, plutôt que d'épouser telle autre fille, je préfère que tu épouses la fille de mon ami tel, parce que les choses resteront entre elles, les grandes fortunes. Alors, je voudrais plutôt parler du manager et du leader. Oui. Le manager, c'est celui qui dit aux gens, faites comme ci, faites comme ça, tu dois épouser ci, tu dois faire ceci. Et le leader, c'est celui qui push. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de trop parler, mais les gens sont à l'œuvre pour faire ce que lui, il attend. Oui. C'est l'approche qui doit être différente avec l'éducation depuis que l'enfant est petit. Oui. C'est l'approche éducationnelle. Alors, si vous dites à votre enfant, est-ce que... moi, je vais prendre totalement mon exemple. Avec mon mari, on a dessiné l'avenir et on a partagé cet avenir avec les enfants. Oui. En disant que il y a tel pôle qu'il faut gérer. Il y aura le pôle pour nos entreprises, il y a le pôle financier, il y a le pôle ceci, il y a le pôle ceci. Et il faut que vous puissiez chacun réussir à prendre ça parce qu'on doit atteindre ces sommets. Il y a une façon d'amener l'enfant à acheter le projet. Parce que si l'enfant n'achète pas, ce sera toujours le projet de papa. Et de maman. Et de maman, et vous allez imposer l'enfant d'entrer dans votre projet. L'enfant ne refusera parce que ce n'est pas son projet. Mais quand l'enfant fait partie du projet, depuis toute votre vie, vous racontez la radio, vous amenez votre enfant ici, vous faites tout ce que vous pouvez pour que l'enfant se sente, etc. Vous avez comment on dit ça? Vous amenez l'enfant à aimer, en fait, à aimer, à s'approprier. Oui. Vous lui donnez même parfois la direction. Sans qu'il se rende compte qu'en réalité, voilà, c'est vous le parent qui êtes en train de décider. Là. Et il se rend compte que il commence à... Je dis, il faut vraiment utiliser la technique du leader. Parce que si vous utilisez le manager, bon, voici, tu sais, j'ai 10 entreprises et tout. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Moi, j'ai que des fils. Enfin, j'ai une fille, mais j'ai actuellement 6 garçons. Oui. Et il y a un garçon qui dit, mais moi je vais prendre le côté finance, je vais faire finance internationale, envoyez-moi dans les meilleures écoles parce qu'il ne faut pas qu'un jour ces entreprises tombent. Parce que lui, il a vu le projet, il dit, est-ce qu'on peut ajuster ça comme ça? On dit, oui, on peut ajuster. Moi, je pense qu'on peut tirer comme ça. Je dis, oui, on peut. Depuis qu'ils sont petits, on essaie de dire, mais vous voyez comment? Et puis on ajuste. Et le projet, on l'a collé au niveau du salon. C'est-à-dire que les enfants, quand ils voient, ils ont envie. Ils font partie depuis qu'ils sont petits de ce projet. Mm-hmm. Et ça fait qu'ils ont l'impression qu'ils sont des adhérents. Enfin, ils savent que l'histoire, on a des actions déjà. Oui, ici, ils sont actionnaires. Ils sont vraiment partie prenante de ça. Mais beaucoup de parents aujourd'hui, ailleurs, on l'a vu avec beaucoup de grandes fortunes dans notre pays et ailleurs, l'enfant vit sa vie. Oui. Et puis un jour, vous lui dites, OK, je vais bientôt mourir.
Ou alors vous le voyez devenir adulte et puis vos forces commencent à vous lâcher. Commence à lâcher. Vous dites à votre fille, maintenant, il faut que tu épouses telle qui sait diriger parce qu'il faut que tu viennes sauver l'entreprise. Et puis, alors, il faut commencer à venir de temps en temps au bureau pour voir comment ça se passe. Oui, et puis l'enfant, lui, il est vraiment... mais moi, j'avais mes projets. Il n'est pas intéressé par cela, oui. J'avais mes projets et quand je faisais mes orientations, c'était par rapport à mes projets. Oui. Et je veux par exemple construire ma propre entreprise qui n'aurait rien à voir avec celle de papa ou de maman. Oui. Et moi, je rêve d'être pilote et j'ai toujours souhaité être pilote. Et toi, tu me dis, il faut que tu diriges une quincaillerie. Et moi, je te dis, mais et moi alors? Et mon rêve alors à moi? Oui. Tu me sacrifies et tout. Bon, on peut comprendre les parents. Parce que quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, on sait ce que c'est. Donc moi, je peux comprendre ce type de parents. Et j'encourage simplement à utiliser la technique du leadership au lieu d'utiliser la technique du management. Parce qu'avec le leadership, vous intégrez complètement vos enfants. Vous les saoulez, vous les amenez petit à petit à aller faire des stages par-ci dans les mêmes... Il faut que l'enfant... grandissent dans ça. C'est pour ça que j'aime ceux qui ne sont pas assez riches. Vous allez voir, je vais prendre l'exemple d'un monsieur qu'on appelle Solution, qui a ouvert Solution Bookshop et aujourd'hui Solution House, qui est c'est vraiment une librairie, une très grande librairie au niveau de Deido et au niveau de Yassa. Et puis il a une grande supérette, très grande supérette et lui, il rentre dans la librairie comment? Il vivait chez son oncle. Oui. Et son oncle l'amenait tout le temps à la librairie, chaque fois qu'il avait les week-ends, les temps libres. Et il lui donnait la direction. Il dit, prends la caisse, prends ceci. Il a commencé à être intéressé. Après, il a commencé à... Mais tonton, on achète les livres où? Il partait voir comment ça se passe. Il a tellement été baigné dans cette atmosphère-là que quand lui, il finit à un moment, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'ouvrir une librairie, en fait. Oui. Il connaît tout le cheminement, il connaît comment ça se passe. Avant que son oncle n'ait dit quoi que ce soit, lui, il avait ouvert sa première librairie. Oui. Et quand ça a marché, il a ouvert la deuxième encore. Et ça fonctionne très bien. Oui. Et après, il faut quand même réussir à insuffler, il faut quand même réussir à imprégner l'enfant des choses beaucoup plus tôt pour qu'une fois adulte, qu'il ait envie de continuer. Oui, donc on l'a bien compris, Dame Dimo Nebarbara et Kotor, vous êtes notre invité, vous êtes coach familial et spécialiste de la santé mentale. On souhaite une chaleureuse bienvenue à ceux qui prennent l'écoute à l'instant. Vous êtes sur ABK Radio 89.9 FM, l'émission c'est Fina Family. On s'offre une petite pause musicale et on se retrouve pour la dernière ligne droite de ce programme. T'es la gardienne de mes nuits. Moi j'ai bien vu tous tes efforts. Tu répares quand je détruis et t'encaisses même quand j'ai tort. Et je suis sûr que mon nom est dans toutes tes prières. Pour ton sourire, tu sais pas ce que je pourrais faire. Je pourrais t'offrir le monde et ses merveilles, mais tu n'en veux pas. Combien de fois ils ont tenté de nous séparer, mais ils ne peuvent pas. Pour toi j'ai tout donné. Comme Bonnie and Clyde, on va marquer l'histoire. Pour toi j'ai tout donné. Malgré mes défaites et ma plus grande victoire. Pour toi j'ai tout donné. 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 Tu es ma number one. Tu resteras ma number one. Donné. Comme Bonnie and Clyde, on va marquer l'histoire. Pour toi j'ai tout donné. Malgré mes défaites et ma plus grande victoire. Pour toi j'ai tout donné.
Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Vous nous retrouvez sur ABK Radio. Vous êtes sur l'émission Fina Family qui se poursuit avec notre invitée Dame Dimo, née Barbara Ekoto. Elle est coach parentale et spécialiste de la santé mentale. On s'intéresse à un thème important, comment concilier l'autorité parentale et la liberté des enfants. On sait que c'est très souvent difficile pour les parents qui veulent asseoir leur autorité et pour les enfants qui, à un certain moment, ont du mal à laisser passer les exigences de leurs parents, laisser passer comment je vais dire ça, les recommandations des parents. Ils ont du mal à exécuter ce qui leur est demandé par les parents. Et on essaye d'en parler dans le cadre de cette émission. Dame, dis-moi, à quel moment généralement les problèmes commencent à se poser en ce qui concerne l'autorité parentale et la liberté des enfants? Lorsque l'autorité du parent vient à l'encontre de la liberté de l'enfant, de ce que lui, il estime être sa liberté. C'est-à-dire que lorsque l'enfant estime que j'ai la liberté de ceci et que le parent dise mon autorité me... Il y a un moment où ça se croise et que ça crée les étincelles. Le parent est l'autorité normalement jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur. Oui. Et souvent avant la majorité, l'enfant estime que il faut écouter ce qu'il dit et bim, il y a une explosion au milieu et c'est à ce moment que le problème se pose. Oui, oui. Et donc, quand le problème se pose, comment est-ce que les parents, parce qu'on va plus insister sur les parents, ils sont plus matures, ils sont passés par cette phase où eux aussi ont vu leur caractère secondaire se développer. Eux aussi ont eu des moments où c'était pas toujours l'entente parfaite avec les parents parce qu'ils remettaient à certains moments en cause ce qui était dit par les parents, les prescriptions des parents, les instructions des parents. C'est eux qui sont mieux placés pour accompagner les enfants et les aider à traverser cette période qui peut être un tout petit peu complexe. Comment est-ce que les parents peuvent aider leurs enfants à comprendre qu'ils ont certes des libertés, mais ces libertés doivent s'arrêter à un niveau? La première chose, c'est de définir des règles. Asseyez-vous ensemble, définissez des règles. Les règles sont évolutives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant évolue, l'enfant démontre sa responsabilité aussi, vous allez vous rendre compte que de plus en plus l'enfant devient responsable et vous le démontre. Vous commencez à modifier et faire évoluer les règles, mais vous devez vous asseoir. La première chose chez les parents, c'est que les règles soient claires. Si les règles ne sont pas claires, vous n'allez pas punir votre enfant parce que la règle n'était pas assez claire. Oui. La première chose, c'est qu'il faut que ce soit clair. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument favoriser le dialogue et l'écoute. Parce que lorsque l'autorité est rigide, unilatérale, ça provoque les conflits et la rébellion. Oui. Quand on ne se sent pas écouté, quand on a envie de parler, on n'a pas la réception de l'autre côté. On a envie de se rebeller et vous aussi, vous avez eu envie de vous rebeller. Parfois, il y a des moments où, comme le cas de la jeune fille qui a été battue, etc., ce n'était pas elle qui avait posé l'acte, mais elle n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer. Et elle a développé, elle a dit que depuis ce jour-là, elle s'est déconnectée et elle a commencé à imaginer un monde où ça dit que le choc a été tellement immense qu'elle a commencé à dire qu'elle vivait désormais dans un monde où elle imaginait que la vie est belle. Donc quand les gens parlaient, elle n'écoutait plus rien. Oui. Pourquoi? Parce que le dialogue doit se mettre en place. De plus en plus, lorsque votre enfant commence à grandir, évoluer, posez-lui les questions.
Déjà, si vous prenez l'habitude quand il rentre de l'école, comment était l'école, qu'est-ce que tu as ressenti, etc. L'enfant prend l'habitude de vous parler. Oui. Plus l'enfant grandit, plus l'enfant arrive au niveau de l'adolescence, posez des questions sur des sujets à l'enfant. Demandez à l'enfant, c'est quoi ton point de vue par rapport à l'homosexualité? C'est quoi ton point de vue? Demandez des sujets sérieux à l'enfant. Commencez à parler à l'enfant. Racontez à vos enfants ce que vous avez eu comme faiblesse, comment vous avez réussi à vous en sortir. Oui. Vous développez une confiance. L'enfant, parce que quand quelqu'un parle, l'autre a envie de parler. Et l'enfant se rend compte que, mais si papa aussi est passé par là, il peut me comprendre. Mais si vous n'êtes que quelqu'un d'hyper rigide, etc., l'enfant va dire, il ne pourra jamais comprendre ce que je viens de vivre, etc. Mais vous, si vous avez été jeune, vous êtes passé par là, montrez à l'enfant que effectivement, vous pouvez comprendre l'émotion par laquelle l'enfant est en train de passer. Est-ce que c'est ce qui manque à beaucoup de parents aujourd'hui, l'écoute active? Ça manque à beaucoup de parents. Beaucoup de parents, les parents se font toujours passer pour des personnes hyper parfaites qui avaient toujours 20 sur 20 à l'école. Bon, on connaît le schéma. C'est eux qui parlent toujours, les enfants écoutent simplement, s'exécutent. Oui. Mais si l'enfant ne peut pas vous parler, il parlera à quelqu'un d'autre. Oui. Et quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un oncle qui est abusif, ça peut être n'importe qui, je dis vraiment n'importe qui. Et je vous avais raconté une fois, et je profite pour rappeler encore cette histoire de ce jeune homme qui avait des petits problèmes avec son père. Et sur Internet, un jeune garçon est venu lui parler en lui disant « Écoute, moi je te comprends, moi ceci. » Il a fini par coucher avec ce jeune homme. Oui. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en empathie. Mais si vous êtes le parent, vous n'avez pas cette compréhension. L'enfant, et je profite pour dire que l'émotion n'est pas un problème. Si l'enfant a des émotions, ce n'est pas ça le problème. Oui. Le problème, c'est la gestion de ces émotions-là. Permettez à l'enfant d'avoir ses émotions. Permettez à l'enfant de vivre ses émotions. Quand l'émotion arrive, enseignez à l'enfant que le problème, c'est la gestion. Oui. Je peux être en colère, je peux ne pas être content, etc. Je ne vais pas casser, je vais pas... Comment je gère? Je peux ressentir quelque chose pour ce jeune homme, etc. Je fais comment? Parler, discuter avec vos enfants de ces sujets-là. Vous avez parlé tout à l'heure, Dame Dimo, d'aborder par exemple les questions liées à l'homosexualité et demander aux enfants quel est leur point de vue sur ce type de questions. Est-ce que ce n'est pas un sujet tabou à aborder avec les enfants? Est-ce que ce n'est pas des sujets qui ne devraient pas être abordés avec les enfants? Mais c'est exactement les sujets qu'il faut aborder avec les enfants parce qu'ils en parlent à l'extérieur. À partir de quel âge? Dès que l'enfant devient... quand un enfant a 15 ans, il y a beaucoup de choses qu'il sait. Hein, oui. Et qu'il apprend à partir de l'extérieur, à partir du moment où votre enfant, vous lui avez donné un téléphone. Hein. Oui. Déjà, même avant le téléphone, dès que vous estimez que l'enfant peut avoir un téléphone, il y a des sujets qu'il faut adresser avant qu'il n'aille regarder ça sur Internet et être éduqué par Internet. C'est quoi l'importance d'aborder un sujet comme celui-là? Un sujet comme ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait la bonne information, qu'il ait votre position, la position de la famille par rapport à ça, à cette dérive-là. Moi, mon dernier fils a 10 ans, l'autre 12 ans, et les autres ont 16 ans, 18 ans, 20, etc. Les deux derniers savent déjà ce que c'est que l'homosexualité. Je leur en ai parlé. J'ai dit, voici l'homosexualité qui existe. Parce que dans les dessins animés aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a des dessins animés où il y a l'homosexualité de Disney. Et ce n'est pas un sujet tabou, c'est la vérité. Et ça passe sur les chaînes. Quand l'enfant voit ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Si vous n'avez rien dit, si vous n'adressez pas ce sujet, c'est tabou, mais il est éduqué quand même par la télé, il est éduqué quand même par les médias, il est le éduqué risque, quand même c'est quoi? À l'école. Qu'il se retrouve en train de normer cette façon de faire. De normer, puisque à la télé, c'est ce qui se passe. Ou alors de normer, ou alors d'avoir la mauvaise information à retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que c'est bien, que c'est ceci. Donnez votre éducation, dites à votre enfant ce qu'il doit retenir en fait de ça. Soyez maître de l'éducation de votre enfant. Ne laissez pas cette éducation aux réseaux sociaux, à la télé, etc. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez que votre enfant retienne, par exemple, de ça. Qu'est-ce que je veux que mon enfant retienne de l'homosexualité? Bon, je prends un exemple. Oui. Vous échangez avec votre enfant, vous lui posez la question de savoir ce qu'il pense de l'homosexualité et puis vous dire, bon voilà, moi je ne trouve pas que ce soit un problème. Exactement. L'homosexualité, c'est quelque chose de normal et tout. Comment est-ce que vous réagissez en tant que parent? Mais c'est excellent qu'ils disent ça.
C'est excellent qu'ils disent ça parce qu'à ce moment, vous pouvez maintenant corriger en disant, écoute, voici ce qui se passe avec ça. Voici les dérives que ça entraîne. Déjà, voici le modèle initial qui a été fait. Pourquoi c'est sorti? Vous-même cultivez-vous. C'est arrivé parce qu'il y a eu des dérives dans ce sens-là. Voici d'ailleurs, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils ne peuvent pas avoir si. Voici, vous expliquez à votre enfant ce qui ne va pas. De telle sorte que lui sera la personne qui expliquera aux autres demain pourquoi ne pas aller dans cette voie-là. Oui. Mais si on ne dit rien, il y aura quand même une petite curiosité. Et que quelqu'un me dit, mais tu sais que c'est bien, et teste avec lui. Vous pouvez perdre votre enfant. Il faut que l'enfant ait l'information, que vous lui disiez ça, voici ce que... C'est très bien quand un enfant parle. Et moi, j'aime quand un enfant vient donner sa position. Oui. Il vous explique ce qu'il pense de ça. Et puis, vous pouvez corriger l'information qu'il y a dans la tête de l'enfant. Si l'enfant ne parle pas, vous ne saurez jamais ce qu'il pense de cette histoire, même de prostitution, de toutes ces dérives, comme on appelle la sexualité, là... sur Internet et tout, comment on appelle la pornographie. Oui. Il faut que vous discutiez avec votre enfant sur la pornographie, que vous discutiez sur les relations entre cousins. Parce que quand ils se retrouvent les vacances, ils sont là comme ça, etc. Ils ne se rendent pas compte que avoir un rapport sexuel avec son cousin, c'est peut-être... Il faut adresser ces sujets. Il faut discuter avec vos enfants sur ces sujets-là. Il faut mettre... Et tout à l'heure, on disait qu'est-ce que le parent peut faire. Il faut être une autorité bienveillante. Il faut que vous soyez une autorité à la fois, mais appliquez vous-même les valeurs que vous demandez aux enfants d'appliquer, mais en même temps, permettez à vos enfants de donner leur point de vue, corrigez-les. Corrigez-les. Il y a une réalité aujourd'hui, Dame Dimo, celle où les parents sont bousculés, les parents doivent multiplier plusieurs boulots, les parents très souvent, parce qu'ils doivent se battre pour prendre soin de leur famille, passent beaucoup de temps au boulot, pour certains 1 mois à l'extérieur de la maison, pour d'autres 1 semaine. Et vous avez dit qu'il est important pour ces parents d'échanger avec les enfants, d'avoir de l'écoute active. Comment est-ce que ces parents peuvent s'organiser, parce que eux également doivent encadrer leurs enfants, doivent les éduquer, les accompagner, mais n'ont pas cette opportunité d'être avec les enfants au quotidien. Comment est-ce qu'ils s'organisent pour que les enfants ne se perdent pas du fait d'être très occupés? La plus belle chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le temps qu'on passe avec l'enfant qui est important, c'est la qualité du temps qu'on passe avec l'enfant. Vous pouvez passer 1 fois par semaine avec votre enfant, et l'enfant attend ça toutes les semaines parce qu'il sait qu'à ce moment je vais parler avec papa, etc., je vais parler avec maman, etc. C'est pas tant vous pouvez être à la maison, être sur votre téléphone et vous pensez que vous êtes non, c'est la qualité du temps. C'est que à un moment je sais que quand ça ne va pas, papa va m'appeler dans la chambre, on va s'asseoir, je vais m'asseoir sur son lit et on va échanger. On va pouvoir parler, papa va m'inviter, on va aller prendre un repas quelque part et qu'on va pouvoir discuter. Et je peux lui dire les choses de garçon, tu vois. Oui. Ou alors, si vous avez une fille qui sort avec maman, on fait le marché, on fait la cuisine ensemble, qu'on ait des petits moments de qualité. Le plus important n'étant pas la longueur, mais étant la qualité du moment que vous passez ensemble. C'est pas la quantité. On peut se dire peut-être 1 fois par mois selon notre disponibilité, oui, bien sûr. 1 fois tous les 2 mois, mais qu'on capitalise le moment qu'on doit passer avec les excellente. Enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut remplir le réservoir affectif de l'enfant pendant les temps que vous le passez avec vos enfants. L'enfant a un réservoir qui doit être plein. S'il sait que de toute façon, quand je suis vide, je repars avec papa, c'est bien. Après, on a des moyens, on a Internet aujourd'hui, on peut se parler en ligne, on a le téléphone portable, les vidéocalls. Et moi, je vais prendre mon propre exemple. Moi, le papa voyage souvent. Et tous les soirs, il appelle ses enfants, il parle avec chacun pour savoir comment a été sa journée, etc. Mais une fois, et ça peut être très léger, ça peut se sauter aussi, mais tous les dimanches, qu'il soit au pays, qu'il ne soit pas au pays, que nous soyons tous ensemble, quel que soit le lieu où un enfant est. L'enfant peut être à Yaoundé, on a des enfants qui sont partout. Tout le monde se connecte le dimanche. On a ce qu'on appelle un brunch familial. On prépare à la fois le petit déjeuner, le repas de midi, c'est ce qu'on appelle ça le brunch, et on le prend vers entre 11h et 13h, 14h. C'est notre moment. Chacun assis dans la ville où il se trouve. Et connecté. Et là, on échange. Chacun va raconter sa semaine, ce qui était bien, ce qui était moins bien, comment il a souffert, quels sont les challenges qu'il a eu. Moi, j'ai fait le concours, par exemple, d'éloquence. Je suis sortie, moi, j'ai fait ci. Voici, j'ai été taxée à l'école. Chacun a la possibilité de s'exprimer, de dire.
Et ça permet que les enfants attendent ce jour-là. Oui. Et quand il est présent, par exemple, il impose que tous les enfants à la fin viennent faire un câlin familial, tout le monde vient embrasser son père, son frère, etc. Oui. Pour essayer de créer une connexion physique, une connexion intellectuelle. Il faut qu'on puisse parler. Pourquoi vous avez mis sur pied ce moment? Pourquoi est-ce qu'il a été mis sur pied? Il est très important parce que le papa voyage aussi. Moi, je suis dans un cadre où le papa voyage, mais au-delà du voyage, parce que quelquefois il est là parfois pour de longues périodes, 2 mois, 3 mois avant de partir. Mais qu'il soit là ou pas, il faut que les enfants aient une tribune où ils peuvent parler. Et ça se fait que depuis combien de temps? Ouf, depuis que vous êtes mariés? Moi, mes enfants depuis que sont les tout nés, premiers bébés sont arrivés? Moi, mes enfants sont nés tous les soirs, on se parle. Oui. J'ai un moment à la fois de prière et qui est de dialogue. C'est-à-dire que tous les soirs, à une certaine heure, normalement c'est entre 20h et 20h30, oui. On s'assoit tous. Chacun exprime ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, etc. On fait la prière du soir, les enfants vont se coucher. Donc, chaque soir, déjà, quand la journée était compliquée, les enfants viennent... ça ne peut pas être long, mais au moins, on a la tendance, si l'enfant était fâché, si un enseignant a fait ceci, ceci. Et ça, c'est depuis qu'ils sont nés. Hein. Oui. Depuis que les enfants, ils sont nés, ils ont grandi là-dedans. Parce qu'il faut que chaque soir, j'ai appris que j'ai un de mes fils, on lui avait proposé le porte-monnaie magique dans son lycée à l'époque. Et ça fait des années, j'ai appris qu'on avait taxé un de mes fils. Il y avait des enfants qui l'attendaient à la sortie de l'école pour lui demander l'argent. Il a appris à se défendre. Il a appris comment on fait dans ces cas-là. J'ai appris j'apprends ça, que un enseignant a dit si à ton enfant, etc. S'il n'y a pas ce cadre d'échange, moi, c'est obligatoire. Oui. Et par contre, puisque leur papa voyage de temps en temps, ça c'est obligatoire qu'il faut qu'il y ait au moins une fois par semaine, oui, où on permette à tout le monde de pouvoir connecter. Et il y a beaucoup de belles familles. Hein. Moi, j'aime le modèle de certaines personnes qui ont réussi dans le monde, qui font ce qu'on appelle des conseils d'administration une fois par an en famille. Il faut qu'une fois par an, vous puissiez vous retrouver. Pour moi, c'est une obligation. Je vous partage juste mes bons plans de ma maison. On fait des vacances une fois par an avec les enfants. On les sort de leur quotidien, on leur permet de s'amuser, vraiment d'oublier tout, de passer du temps en famille. Et quand l'enfant sort de là... Ça demande un minimum de moyens. Mais c'est pour ça c'est pour ça qu'on le prépare pour 1 an. Nous sommes dans un environnement où les Camerounais survivent, ils vivent au jour le jour. Et donc... les vacances... Attendez. Oui, ne traversez pas cette phrase que vous avez dit. Parce que... Non, mais ne traversez pas cette phrase. Quand on doit se retirer du cadre habituel, ça nécessite un minimum de moyens pour le voyage, pour l'hébergement, pour la nutrition et tout. Et mais aller au village. Mais Fifi, aller au village. D'accord, on peut aller au village par exemple. On peut aller au village avec ses enfants. Souvent, on envoie les enfants au village, mais on peut aussi aller au village avec ses enfants. Être dans un autre cadre totalement où l'enfant vous voit détendu, où l'enfant, c'est pas forcément d'aller très loin. Si vous avez les moyens d'aller au village, ça veut dire que vous pouvez aller à Limbe aussi un jour. Parce que souvent nos villages se retrouvent à 300 km, Yaoundé, Bafoussam, autour, partout, Nanga et Boko. C'est quand même une certaine distance, mais on réussit quand même à envoyer les enfants en vacances. Et ça veut dire qu'on peut se décider et prendre Limbe à côté et payer. C'est vraiment juste qu'il faut se dire que ça fait du bien. C'est que les gens n'ont pas l'impression que ça leur fait du bien. Et ils ont l'impression que ce sont les choses de ceci. Non, mais ça fait les choses des bobos, comme on a l'habitude de dire chez nous. Non, mais si vous voulez aller au village, allez où vous voulez. Allez si vous voulez faire des chants. C'est de sortir de son environnement. Déconnectez-vous une fois par an avec vos enfants. Et si vous restez parce que vous n'avez pas de possibilité à la maison, soyez disponibles, prenez vos vacances en même temps que les enfants, passez du temps avec eux, achetez un ludo, jouez au ludo avec les enfants, riez ensemble, changez un peu du père fouettard, du père trop sérieux, de la maman hyper ceci, hyper cela. Et puis un jour, si vous pouvez pas aller au village ou quoi que ce soit, un jour par an, levez-vous, vous allez manger en famille. Oui. Ou même asseyez-vous dans un jardin public. Voilà, parfois à Bonaberry, il y a de très belles choses. Justement, il y a des bancs publics. On peut s'asseoir là-bas, voir du
plantain braisé passé, ça coûte pas beaucoup d'argent. Et c'est agréable. Oui, voir des arachides bouillis passés, arachides grillés passés. Et puis, l'essentiel, ce sera le moment qu'on s'est offert avec les autres membres de la famille. Oui. Parfois, l'arachide, cet arachide a un goût spécial pour l'enfant. Et je me rappelle encore que, moi, je ne prends pas ça de loin non plus, parce que mon père et mes deux parents étaient dans la banque, donc ils étaient très absents aussi. Oui. Mais ils avaient tellement envie que mon père nous a sublimé le tapioca. Moi, j'ai grandi avec, quand c'était dans des moments difficiles, il arrivait, il dit, j'ai une recette magique que je vais vous faire. Et puis nous, on était recette magique. Il nous sort le tapioca qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Il vient avec du sucre et des arachides. Il dit, c'est une recette extrêmement... Mais nous, on était subjugués et on mangeait ça. Il venait avec un peu de lait, il versait. On s'assoit tous ensemble, on mange. Et j'ai jamais réussi à donner une valeur au tapioca. Ça peut être riz sauté, mais je veux dire que c'est ce temps que vous passez avec l'enfant que l'enfant n'oublie pas. Oui. Et ne soyons pas tellement... N'oubliez jamais que tout ce qu'on fait, c'est pour eux finalement. Vous voyez, tout ce on se bat, on se démène, on fait... Tout ça, c'est pour ces enfants. Permettez à vos enfants d'être... Et quand un enfant sort, et je veux vous préciser, quand un enfant sort d'un temps comme celui-là, si vous lui dites de faire ceci, il va faire. Oui, il s'exécute. Il va s'exécuter. Les premières semaines qui suivent ce type de sortie, c'est la joie à la maison, c'est le bonheur dans tout. Et ça fait que de la maison. Quand il pense au prochain moment, il va vous. Et je vous assure, c'est même pas. C'est vraiment ces bons moments que revenez un soir et laissez la télé, monsieur, laissez toute cette politique. On ne sait pas quand ça va s'arrêter tout ça, mais asseyez-vous juste pour un soir avec vos enfants. Demandez-leur de vous racontez-leur comment vous allez à l'école à pied sur des kilomètres. Permettez qu'ils s'asseyent sur vos genoux pendant que vous racontez ça, mais ils vont jamais oublier. Ils vont raconter ça à leurs enfants et ça permettra que l'ambiance à la maison ce soit une ambiance plutôt bienveillante qui permette que les enfants sachent les limites. Moi, je sais que j'ai un papa, mais après, je sais que je peux aussi avoir un papa qui m'aime. Et quand il est plus rigide, je sais que... Mais quand c'est dur, c'est compliqué. Oui. On a essayé de voir avec vous comment est-ce qu'on peut cultiver la confiance mutuelle en famille au quotidien, en essayant d'avoir un moment où on échange avec les enfants au cours de la journée. Ces 30 minutes, c'est pas tuant. On consacre un peu plus de 30 minutes à nos amis avec lesquels nous sommes très souvent dans des after-work. Oui, justement. On leur consacre un peu plus de 30 minutes sans toutefois nous plaindre. Mais lorsqu'il s'agit de le faire avec les enfants ou avec son épouse, très souvent on trouve ça laborieux. Donc je crois qu'il faudrait aussi que les uns et les autres comprennent l'importance d'un tel exercice, l'importance d'un tel moment dans l'équilibre psychologique, psychique de l'enfant lorsqu'il deviendra adulte, parce que tout cela participe de lui donner beaucoup d'amour, de renforcer son estime en soi, sa confiance en soi. Exactement. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il ne se laisse pas dérouter par monsieur n'importe qui, parce qu'il sait qu'en famille, il a l'amour des parents. En famille, il a l'écoute de ses parents. En famille, il sait qu'il va retrouver le réconfort et l'assurance, la sécurité qu'il n'aura pas forcément à l'extérieur. Merci, Dame Dimo, pour toutes ces informations. Je crois que je vais m'y mettre. Je vais définir également un moment que nous passerons en famille, parce que finalement, on se rend compte que c'est très important, même pour resserrer les liens entre les frères et sœurs, surtout quand c'est qu'aujourd'hui, c'est plus du tout évident entre les frères et sœurs qui, très souvent, se déchirent. Et vous allez entendre des gens vous dire, j'ai des préférences pour mes amis, mes frères ne sont pas vraiment des frères de... En fait, je ne me sens pas à l'aise avec mes frères et pourtant avec des amis, simplement parce qu'on n'a pas les moments qu'on passe avec les amis, on n'a pas eu ces moments avec les frères. On a évolué dans des maisons où on était comme des étrangers. Et c'est la raison pour laquelle, une fois devenu grand, c'est pas vraiment les liens, il n'y a pas de connexion. D'ailleurs, Fifi, moi, je vous propose de mettre ça pour une prochaine occasion. On essaye d'explorer comment on peut faire pour créer ces beaux liens entre frères.
Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les frères, c'est des chiens et chats. Oui. Quand quelqu'un souffre, l'autre le regarde en chien de faïence. Mais je pense qu'il y a plein de choses, énormément de choses qu'on peut réussir à mettre en place dans les foyers avant que les enfants ne sortent, qui sont susceptibles de renforcer ces liens-là. Très important. Merci Dame Dimone Barbara Ekoto, coach familial et spécialiste de la santé mentale. Merci d'avoir répondu à nos questions sur ABK dans le cadre de cette émission Fina Family. Très chers auditeurs, merci également à vous d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle édition de Fina Family qui s'est intéressée à la thématique comment concilier l'autorité parentale et la liberté chez les enfants. J'espère que vous avez été édifiés au sortir de cette émission, une émission qui a été présentée par Sidonie Fikak. Nous vous remercions de toujours rester fidèles au programme de ABK Radio sur la fréquence utile et agréable. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et